Madame, Monsieur, bonsoir. Dernier débat avant le second tour des municipales en Aquitaine. Nous nous intéressons à la ville de Bordeaux. 4 candidats ont obtenu plus de 10% des suffrages le 15 mars dernier. Depuis, Nicolas Florian et Thomas Cazenave ont fait alliance. Ils ne sont plus que 3 en compétition. Voici leur présentation. Nicolas Florian, Les Républicains. Liste Union pour Bordeaux, divers droite. Maire sortant, vice-président de Bordeaux Métropole. Pierre Urmic, Europe Écologie Les Verts. Liste Bordeaux Respire, Union de la gauche. Conseiller municipal d'opposition, conseiller communautaire. Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste. Liste Bordeaux en lutte, extrême gauche, sans mandat. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat a été enregistré ce jeudi matin. Jean Petot, politologue, enseignant à Sciences Po Bordeaux, viendra également nourrir ce débat. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, retour tout d'abord sur les résultats du premier tour de cette élection municipale à Bordeaux. Nous allons voir la palette avec les chiffres. Nicolas Florian, 34,56%. Pierre Urmic, 34,38%. 96 voix vous séparez. Philippe Poutou, 11,77%. Taux de participation, 36,93%. Entre ces deux tours, il y a évidemment une crise sanitaire. Nous y reviendrons dans ce débat. Et puis, il y a eu des alliances. Thomas Cazenave a fait alliance avec vous, Nicolas Florian. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi cette alliance? Avez-vous eu peur de perdre en étant seul? Quand on fait une campagne et qu'on est candidat à une élection, il y a deux solutions, ou on gagne ou on perd. Donc c'est pas trop la motivation. Non. Période exceptionnelle, ça nous a permis aussi de pouvoir confondre nos points de vue sur la situation et de partager sur les solutions qui étaient devant nous, immédiates, face à cette crise sanitaire, sociale et économique, et puis à plus long terme. On a vite convenu ensemble qu'il y avait convergence sur nos analyses. Convergence sur le programme ou certains points du programme, et je reviens sur cette question. Ça veut dire que seul, vous avez eu peur de ne pas pouvoir remporter cette municipalité? Je retire aussi de cette période qu'il faut rassembler. Et qu'au-delà d'une union politique, il était de ma responsabilité, sinon mon devoir en tant que maire, de rassembler le maximum de personnes. On est dans une épreuve très difficile. Les semaines et les mois qui sont devant nous vont nécessiter que tous ceux qui partagent et veulent entreprendre pour cette ville et pour ses habitants puissent se réunir. Et c'est le choix que nous avons fait. Au-delà de nos étiquettes, au-delà de nos personnalités, de nos convictions, c'est de pouvoir se rassembler tout simplement et de faire une union. On entend que cet accord, cette alliance, visiblement, aujourd'hui se passe bien. Ça n'a pas toujours été le cas entre vous avant le premier tour. Il y a eu des mots parfois un petit peu difficiles. Quel a été le prix pour vous de cette alliance? Il n'y a pas de prix quand on veut rassembler. Il y a un prix que vous voulez accepter, mais il y a un prix. Il y a eu une compétition au premier tour, c'est le jeu de la démocratie, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 2 tours. Au premier tour, on fait valoir un certain nombre d'arguments, et puis en second tour, dès lors qu'on considère qu'il y a une convergence, eh bien on se rassemble. Le prix, il n'y a pas de prix, puisqu'on est d'accord sur beaucoup de choses, en tout cas sur Bordeaux, on a la même vision de notre territoire. Et puis, il y a un prix quand même, c'est que certains de vos colistiers ont dû laisser de la place aux autres. Ça a été douloureux. Notamment au colistier de Thomas Cazenave. Donc là, il y a un prix. Ça a été douloureux. Vous savez, au premier tour, on fait un choix affectif avec les gens à qui on propose de venir avec vous, 64 colistiers. Et au second tour, c'est aussi un sacrifice douloureux. Humainement, ça a été compliqué, mais c'est le prix de la démocratie, et chacun a réagi dignement et a compris qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas candidat que pour soi. On est candidat aussi évidemment, pour... on va donner la parole à Philippe Poutou et Pierre Urmic dans un instant, mais pour finir sur ce chapitre-là, Nicolas Florian, Thomas Cazenave, c'est un joli mariage? Bon, en tout cas, les fiançailles se passent bien. Il y a une convergence, encore une fois, et puis les équipes travaillent ensemble. Les gens apprennent à se découvrir. Et ce qui est important, c'est de travailler pour Bordeaux, pour les Bordelaises et les Bordelais. Mais qui sera le patron dans ce couple? Il y a un maire, hein. Le conseil municipal désignera un maire, il y a un tête de liste. Mais moi, j'insiste beaucoup sur la collégialité de l'équipe. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui s'investissent, qui n'ont jamais occupé de mandat politique, qui n'ont pas de carte partisane. C'est une équipe. Et la ville sera administrée, gérée par une équipe. C'est 25 adjoints, c'est 65 conseillers municipaux. On est au service des autres. Philippe Poutou, entre ces 2 tours, vous,
il n'y a pas eu d'approche, pas de négociation. Vous avez décidé de combattre seul jusqu'au bout. Pas vraiment seul, parce que nous aussi, on a rassemblé. On a rassemblé, en tout cas, on a essayé de rassembler, mais un autre camp politique, un autre camp social, des milieux militants, syndicalistes, associatifs, des manifestants gilets jaunes, et puis évidemment une équipe militante LFI et puis NPA. Et on a essayé de construire... Ça, c'était une équipe constituée avant le premier tour? Non, ça c'est... oui, non, mais d'accord, mais bon, c'est déjà ça qu'on a réussi à faire pour le premier tour. Mais entre le premier et sur et le une base, tour, justement, j'ai essayé de répondre à votre question, c'était sur une base d'essayer de faire entendre la contestation sociale, la colère, le ras-le-bol d'un système qu'on trouve profondément injuste, inégalitaire. Donc on s'est retrouvés, des gens qui nous côtoyons dans les manifestations, dans des initiatives diverses et variées. Donc sur cette idée-là qu'il fallait faire entendre un autre camp qui est rendu invisible. C'est pour ça qu'on a discuté, on avait formulé de cette manière-là. Il y avait le Bordeaux bourgeois puis le Bordeaux populaire, et nous on voulait rendre visible ça, cette souffrance sociale, cette difficulté au quotidien. Et donc du coup, oui, effectivement, on s'est aperçu que la délimitation, au-delà de ce qu'on avait réussi à construire, c'était beaucoup plus compliqué, puisqu'on a aussi ce problème politique depuis un petit moment, qu'on a une soi-disant gauche qui mène, une fois qu'elle est au pouvoir, des politiques libérales. Et donc du coup, on avait tracé la limite très rapidement en disant, oui, effectivement, on n'a pas le même programme, il n'y a pas la même radicalité, il n'y a pas les mêmes individus qui sont représentés. Donc du coup, on ne voyait pas du tout la compatibilité. Donc on a dit dès le départ... avec qui, par exemple, avec Pierre Urmic? Oui, bien sûr. Aucune approche possible, il n'y a eu aucun contact entre vous? Disons que c'est réciproque aussi, parce que ça n'a pas été tenté de l'autre côté. Donc on n'a pas tellement fait fausse route, puisque du coup, les autres ont pensé que c'était pareil. Mais avec le Parti Socialiste, vous savez, c'est compliqué. On a une expérience qui est quand même assez récente. Certes, elle est nationale, mais c'est un gouvernement socialiste qui nous a attaqués. On l'a combattu dans la rue. Il y a des attaques antisociales. Et puis même localement, si on peut parler des expulsions ou même de l'histoire Ford, on s'est aperçu que finalement, droite et gauche font la même chose quand il y a des situations comme ça très graves. Ford, je suis en complet désaccord avec évidemment ce qu'a fait Florian d'un côté, ou ce qu'a fait les... parce qu'ils ont signé un papier, un accord avec Ford, et nous on l'a contesté. Et de ce côté-là, la gauche a fait pareil. Et puis même les expulsions, on se rappelle quand il y a des squats comme à Blanquefort, c'était à Kéchac, là, il n'y a pas si longtemps que ça, un bâtiment public était dirigé par la région. La région PS de Rousset plus la mairie PS de Blanquefort ont contribué à expulser aussi les collectifs citoyens. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve confronté tout le temps à ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Et à un moment donné, il faut qu'on s'organise par nous-mêmes, et puis qu'on fasse de la politique, et puis qu'on arrête de faire confiance à d'autres. On se fait toujours avoir. Donc c'est ça qu'on veut exprimer. Donc effectivement, avec la liste Urmic, avec quelque chose qui ne collait pas, il y avait le PS, il y avait Feltès, il y avait plein de gens, Rousset, et même des soutiens jupéistes qui sont avec lui maintenant. Donc il n'y a pas de jupéiste sur ma liste. Donc du coup, on a un petit souci quand même de compatibilité. Dans les colonnes de Sud-Ouest, il y a eu un petit écho, alors peut-être que vous n'allez pas confirmer, où on vous faisait dire, alors c'est l'occasion peut-être de revenir dessus, où vous auriez dit, j'ai été étonné, j'ai même pas eu un appel de la part d'Urmic. De toute façon, s'il m'avait appelé, j'aurais dit non, mais vous venez de le dire, à l'instant. Donc vous confirmez que vous avez quand même été étonné que Urmic vous sollicite pas. Et la deuxième question, pardon, Philippe Poutou, c'est est-ce que vous comptez gagner Bordeaux seul, sans alliance? Alors la première question, on l'avait dit clairement depuis le départ, c'est quand même ça la cohérence qu'on a, c'est que dès le 24, on fait une conférence de presse le 24 janvier à l'Utopia, où on dit clairement qu'il n'y aura pas, ni au premier ni au deuxième tour, d'accord avec la liste PS-ELV. Donc de ce côté-là, on a quelque chose de... Alors après, effectivement, dans les discussions, c'est surtout qu'on répondait à une situation où nous reprochait d'être éventuellement responsable de l'échec de la chance historique bordelaise de basculer à gauche. Et nous, on a dit, OK, on assume nos désaccords avec la liste PS-ELV, mais en même temps, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il fallait noter que ni Urmic ni le PS n'ont tenté quoi que ce soit vers nous. À aucun moment, ils ont proposé éventuellement un accord politique. Parce que ça voulait dire forcément un accord politique. Ça voulait dire, écoutez, on fait campagne sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Ils ne l'ont jamais proposé. Donc nous, on a répondu ça, pour qu'on ne soit pas les seuls responsables aussi. Et donc du coup, eux, qu'ils assument qu'ils n'ont pas voulu être avec nous. Et après, le côté seul, on ne se sent pas seul. Effectivement, sur la question arithmétique ou sur la question du rapport de force électorale, on sait bien qu'on est même pas du tout favori. On est en troisième. Personne ne pense un seul instant qu'on peut gagner la mairie. Donc, mais on n'est pas seul pour autant, parce qu'on essaie de porter une parole, on essaie de représenter quelque chose, et on essaie de se dire, ben oui, pourquoi on s'effacerait, pourquoi on se tairait, on n'est pas des politiciens comme d'autres. On va essayer de garder une égalité des temps de parole. Voilà, non, mais je réponds aux questions aussi. Bien sûr, on va revenir ensuite vers vous. Pierre Urmic, vous venez d'entendre Oui. actuellement Philippe Poutou qui
n'a pas dit qu'il regrettait de ne pas avoir pas eu d'appel, il a dit qu'il avait été surpris. Vous n'avez pas été prêt à tendre la main pour éventuellement renverser la table, gagner Bordeaux et tenter un accord avec Philippe Poutou et ses amis? Alors, la dialectique de Philippe Poutou est difficile à suivre. Il vous dit, j'aurais aimé que Urmic me tende la main pour avoir... Attendez, monsieur Poutou, pour avoir le plaisir... Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, non, excusez-moi. Je peux quitter le plateau, monsieur Poutou, si ça vous arrange. Si vous discutez qu'avec monsieur Florian... On ne regrette pas. On assume des désaccords et à vous de les assumer. Je peux quitter le plateau si ça vous arrange. Comme ça, vous dialoguerez avec monsieur Florian. Donc, effectivement, je confirme. Ne vous y mettez pas tous les deux. Je confirme que la dialectique de monsieur Poutou consiste à dire j'aurais aimé qu'Urmic me tende la main pour avoir le plaisir de lui dire non. Je suis quand même assez conscient depuis le début, parce que je vous reconnais, M. Poutou, une constance politique que n'a pas eu M. Cazenave. Mais Philippe Poutou, dès le début, il a dit il n'y aura pas d'accord politique. Moi, j'entends ça, j'entends. Et en plus, j'ajouterai une deuxième chose. Je suis foncièrement hostile aux accords d'appareil. Il n'y a pas eu d'accord d'appareil. On dit la liste LV-PS, c'est une vue de l'esprit. C'est une liste qui s'appelle Bordeaux Respire, qui est portée par un candidat écologiste, qui est adhérent d'Europe Écologique, qui a ouvert sa liste. Ces derniers temps, qui est venu vous soutenir, c'est quand même le Parti socialiste qui vient vers vous là. J'ai ouvert ma liste à des personnalités politiques, notamment socialistes, qui sont sur Jean-Luc Glaise, qui est venu également vous soutenir, président du département. Oui, mais quand on est soutenu par Alain Rousset et par Jean-Luc Glaise, je n'appelle pas ça un soutien d'appareil politique. Une liste d'appareil politique, c'est la liste de Nicolas Florian. C'est quoi la liste de Nicolas Florian? Au soir du premier tour, alors attendez, vous n'allez pas vous aimer, M. Florian. Au soir du premier tour, au soir du premier tour, quand vous aurez la parole, au soir du premier tour, Nicolas Florian a vu qu'il avait peu de réserves. On était, vous l'avez rappelé, 96 voix d'écart. Donc l'accord politique avec le candidat de la République En Marche s'imposait. Il s'imposait, bien que la campagne du premier tour, vous l'avez rappelé, ça a été une campagne d'invective, surtout de la part de Thomas Cazenave vis-à-vis de Nicolas Florian. Ça a été dès le début. Nous n'avons pas les mêmes projets, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes convictions. Donc une campagne extrêmement dure qui, pour beaucoup d'observateurs, rendait difficile un rapprochement électoraliste de dernière minute. Mais malgré ça, au dernier moment, je crois que c'est à 48 heures avant le dépôt des listes, il y a quand même eu un accord avec ceux des candidats qui s'invectivaient violemment la veille. Est-ce que vous démentez ou est-ce que vous confirmez que du côté de Cazenave, on vous a contacté pour faire une alliance? Oui. Alors, quoi Alors, j'ai été contacté, j'ai été invité très officiellement. Alors, ceux qui l'ont dit par voie de presse, donc je confirme, effectivement, les filles ne viennent pas de vos côtés. J'ai été invité aux agapes, si vous voulez. Quand Nicolas Florian et Thomas Cazenave ont commencé à se rassembler, ils se sont dit, même à deux, on n'est pas sûr de gagner. Donc, ça serait bien qu'on ait Urmic avec nous. Donc, ils sont venus, effectivement, démarcher. Enfin, ils ont envoyé celui qu'ils considéraient peut-être comme le plus présentable ou le plus convaincant des deux, me démarcher pour me dire, ça serait bien que vous veniez avec nous. En raison de l'urgence, de la situation, il faudrait qu'on se présente tous sur la même étiquette. Mais, vous confirmez, Nicolas Florian, cette démarche? Oui, on a pris je vous donnerai la ma réaction, décision avec Thomas Cazenave de se rassembler par rapport à la situation que nous vivons, qui est d'une extrême gravité, tout le monde en convient. Et moi, j'avais organisé pendant la période du confinement des échanges avec les élus de l'opposition, mais aussi les têtes de liste du premier tour. Et on a tenté de tendre la main, tout simplement, en se disant qu'on ne ferait peut-être pas les 6 ensemble, mais que par rapport à l'urgence, on puisse au moins se mettre d'accord sur un certain nombre d'orientations. Ça n'a pas été possible. D'ailleurs, ce que j'identifie, moi, aujourd'hui, c'est que mon vrai opposant, il est à côté de moi. C'est Philippe Poutou, parce qu'il s'exprime sur les... C'est un vrai opposant. Et je m'attends à des moments difficiles au conseil municipal, parce que Philippe Poutou, il exprime une colère locale, mais aussi une colère nationale, et il va déporter le débat politique sur des sujets nationaux. Et c'était pas trop notre habitude jusqu'à maintenant. Donc ça, je m'attends, moi, à quelque chose d'assez difficile. Mais enfin, c'est la démocratie et les gens sont libres. Mais c'est vrai que moi, j'avais ouvert les bras à l'idée qu'on puisse... D'ailleurs, vous savez, M. Juppé, en 2014, ou même avant, avait proposé aussi à M. Urmic des responsabilités. M. Urmic a toujours refusé les responsabilités. Non. Il a toujours été dans l'opposition. Ça fait 30 ans qu'il est dans l'opposition. Et même à la région, 25 ans. Est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr. Et quand il était dans la majorité, la même vision. Il l'a quitté. On va écouter la réponse, si vous le permettez. Monsieur Florian ne fait que confirmer que nous n'avons pas la même vision de la politique. Pour moi, la politique, ça n'a jamais été la course aux places. Et effectivement, j'ai été démarché à plusieurs reprises pour avoir des places. Non, des et moi, je préfère me battre pour des convictions. Attendez, vous permettez? Je préfère me battre pour des convictions plutôt que pour des places. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. Oui, pourquoi Urmic reste dans l'opposition, etc. Urmic reste dans l'opposition parce qu'il a des convictions, qu'il est déterminé, qu'il se bat depuis 25 ans pour l'écologie.
Et quand Thomas Cazenave est venu me parler d'union pour l'urgence, j'ai dit pour moi, l'urgence à Bordeaux, elle est climatique et elle est sociale. Et je ne reconnais pas, Et vous n'avez pas dans été le maire entendu sortant... Vous n'avez pas été entendu? Jamais. Je connais leur position anti-écologiste depuis longtemps, quoi. On va pas m'appâter avec un plat de lentilles en me disant tu seras adjoint, tu seras premier adjoint, etc. Je me bats, moi, pour des idées. Premier adjoint, vous et avez mes proposé idées... d'être premier adjoint? Non, je dis, ils sont capables de le On n'a faire. pas été jusque-là, Non, quand ils même. sont pas jusque-là, ils n'ont pas eu le temps. Ma réponse a été assez foudroyante. Je dois vous dire. J'ai même été, si je peux compléter, un peu vexé par cette proposition. En me disant, écoutez, vous connaissez l'homme de conviction que je suis, vous connaissez ma détermination, je continuerai à me battre jusqu'au bout s'agit de pour que Bordeaux. Bordeaux Il s'agit pas choisisse enfin l'écologie. Et vous me paraissez pas du tout en capacité d'incarner cette alternative pour Bordeaux. Donc, je me bats pour mon projet qui est arrivé, je le rappelle, à quasi-égalité avec celui défendu par Nicolas Florian au soir du premier tour. On va Donc, évoquer un autre chapitre, mais avant d'ouvrir ce chapitre sécurité, notamment, oui, je vous en prie. Ce qui voudrait dire qu'il y a les seuls électeurs de Pierre Urmic qui se préoccupent d'écologie. Donc il a J'ai fait jamais dit ça, 35%. j'ai jamais Et si dit vous êtes ça. en train de l'expliquer, vous avez Ouais, fait j'ai jamais dit 35%, ça. qui aurait 65% des autres qui ne se préoccupent pas d'écologie. jamais dit Les ça. électeurs de M. Poutou, ils ne se préoccupent pas d'écologie, les miens non plus. Toutes celles. Non, il faut arrêter. n'essayez ce pas de côté mettre M. très- Poutou très systématiquement réducteur. dans votre camp, Oui, je vais Nicolas arrêter Florian, parce que- vous serez Nicolas en Florian, égalité on va en clarté parler dans le débat. quartier et sécurité. Une petite question juste sur la communication. Cette communication a été un peu compliquée entre ces deux tours, étant donné la crise sanitaire. Sur l'affiche, vous êtes sur l'affiche avec Thomas Cazenave. Oui. Qui sera le maire, en fait? Ce sera Nicolas Florian? Mais sur le butin, c'est Nicolas Florian et le maire sera Nicolas Florian. Vous savez, nous, Ça on sera n'est Thomas pas, Cazenave. on n'est Moi, j'ai pas dit, dans ça sera cette Thomas querelle Cazenave. d'ego. On est dans une équipe. On est dans une équipe. On a formé une alliance, une union. Il était tête de liste, je suis tête de liste. Monsieur Urmic, lui, il fait venir Alain Rousset, il fait venir Jean-Luc Glaise. Il a mis 6 mois pour organiser Oui, mais qui sera l'affiche, numéro c'est 4. symbolique, tout de même. Mais oui, mais c'était le but. C'est D'accord, pour ça c'est qu'on l'a assumé. fait. C'est le rassemblement. Oh, très bien. Vous avez beaucoup évoqué la politique des quartiers et Thomas Cazenave a justement défendu une politique des quartiers avec passer de 8 à 16, une proximité dans les quartiers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans les quartiers à Bordeaux? Et est-ce qu'il y a un problème de sécurité? Puisque la nuit dernière, il y a eu en effet des agressions à Bordeaux à coups de couteau, 5 personnes blessées grièvement. Est-ce qu'il y a un Alors, problème de sécurité à Bordeaux? Bien sûr qu'il y a un problème de sécurité. Et ce matin, je me suis entretenu avec le ministre de l'Intérieur pour lui dire que maintenant, il fallait des moyens et une action très dure, très volontariste de l'État, de la police, parce que moi, je ne tolère plus que nos concitoyens, notamment les jeunes, soient en danger. Donc ça, cet après-midi, j'ai eu une cellule de crise avec la préfecture, avec les moyens humains de l'État, les moyens humains de la police municipale. Hier soir, dans la nuit, toutes ces attaques, c'est la police municipale qui était en première ligne avec les forces de sécurité et de sécurité des pompiers. Donc aujourd'hui, ça suffit. On a une ambiance délétère à partir de 2 heures du matin. Je ne lis pas ça au confinement, mais enfin quand même, on sent bien qu'il y a un besoin de se retrouver, un peu d'exaltation. Nous avons un sujet de sécurité qui date depuis maintenant quelques mois, quelques années, avec notamment ces mineurs non accompagnés, lâchés dans la nature, sous la tutelle de filières mafieuses qui font des attaques à la personne. C'est ce qui s'est passé hier, des querelles entre dealers. Donc aujourd'hui, moi je dis, ça suffit. Vous Et êtes en je train veux de des dire que c'est moyens. l'État qui est défaillant sur Bordeaux? Il faut plus de moyens. Nous, on doit aussi augmenter notre capacité d'intervention. C'est pour ça que j'ai lancé un plan de recrutement de policiers municipaux, un plan d'installation de vidéosurveillance. Il faut aussi que la justice, Madame le procureur, soit dans la partie, ce qui est le cas. Et dès le lendemain des élections, parce que là on est en période de réserve, il faudra prendre des initiatives fortes. Je lie aussi ça à une période qui est la nôtre, avec ce déconfinement progressif. Il n'y a plus d'ouverture des boîtes de nuit. Il faut réouvrir les lieux de nuit pour notre jeunesse. Parce que là, ils se trouvent livrés à eux-mêmes sur l'espace public. Ce sont des proies faciles face à des gens malveillants qui Vous demandez attaquent l'ouverture des boîtes de nuit Bien à partir sûr. de quand? Là, maintenant? Je pense que la fin de la période d'urgence sanitaire s'arrête le 10 juillet. Ça va être au moment de la période estivale. Je pense à Bordeaux, je pense aussi à toutes les communes du littoral. Parce qu'imaginez un été sans lieu de vie pour notre jeunesse, et les moins jeunes d'ailleurs, avec des gens qui seront livrés à eux-mêmes sur l'espace public, ça risque d'être ravageur. Donc moi, je fais des démarches auprès de l'État pour pas que l'ouverture des boîtes de nuit se fasse qu'en septembre, ça soit accéléré, quitte à avoir un vrai règlement sanitaire d'accueil des jeunes dans ces lieux. Ils sont encadrés, quitte à prendre la température, d'avoir l'application Covid, tout ça est possible, mais il y a urgence. Urgence sur la sécurité au quotidien,
et urgence sur cette jeunesse. S'agissant des quartiers, il ne s'agit pas de faire 16 quartiers administratifs. Je finis juste parce que vous m'interrogez. Oui. Nous, on est pour la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est quoi? C'est des centres dans la ville. C'est ce que j'avais dit au premier tour, une vision polycentrique. Ce n'est pas un centre qui s'étend, ce sont des centres dans la ville. Que tout soit à portée d'enjambée, à portée de main, du service public, de l'activité, du commerce, de l'artisanat. On va donner la parole à Philippe Poutou. Et c'est cette logique de proximité de territoire. Ça s'arrête plus là. Pour revenir sur cette notion de sécurité, puisqu'il y a eu en effet des incidents graves hier soir à Bordeaux, comment est-ce que vous voyez, vous, la gestion de la sécurité de cette ville lorsque vous serez au conseil municipal? Et nous, on discute de ces problèmes-là de manière très différente et on l'inclut dans une violence globale de la société. C'est vrai que dès qu'il y a un événement comme ça, là, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui pètent les plombs, qui vont poignarder ou qui vont agresser, enfin ce qu'on peut appeler les violences aux personnes. Alors après, on discute de plein de choses différentes, parce que si on discute de réseaux mafieux, c'est déjà autre chose, hein, parce qu'on sait qu'il y a des truands, enfin voilà, puis est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'avant? Je sais pas, mais enfin c'est quelque chose qui a toujours plus ou moins existé, c'est un vrai problème. Mais nous, ce qu'on met en avant, c'est globalement quand même, si on quitte à parler de l'insécurité, c'est l'insécurité quotidienne des tas de gens, mais parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce que c'est précaire, parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. On parle là de la bande qui poignarde, mais des gens sont expulsés de leur logement parce qu'ils ne peuvent pas payer. Il y a aujourd'hui des gens qui essaient de vivre dans des squats grâce à des milieux associatifs pour pouvoir être un peu à l'abri. Ils sont menacés d'expulsion par la préfecture. Donc après, il faudrait savoir, est-ce que la délinquance, c'est pas aussi l'État par moment, qui arrive même pas à faire respecter les droits fondamentaux de la population? C'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. Donc oui, il y a des urgences. Nous, on pense que c'est donner des moyens à ce que la population puisse vivre décemment. Déjà, la première des urgences, c'est-à-dire mettre en place un système de santé qui est accessible à tout le monde. C'est mettre en place tout simplement un système de logement public qui permet à tout le monde d'être à l'abri. Et puis, c'est la question de l'ensemble des services publics, la question de la vie au quotidien, la sécurité alimentaire. On a vu que la crise sanitaire avait mis en danger des gens qui n'avaient pas les moyens de se nourrir. Donc c'est ça, pour nous, c'est ça l'urgence. C'est déjà une société qui soit capable de mettre les moyens collectifs à la disposition de la population. Alors après, on peut discuter effectivement des violences aux personnes, de la délinquance, en sachant que la délinquance, elle est à tous les niveaux, parce qu'on a eu un maire délinquant, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il s'appelait Juppé, hein, qui avait quand même, malgré des condamnations, pu être aux affaires. C'est pas digne. Bah, c'est pas digne, mais on parle de délinquance, on parle de triche. On peut parler aussi d'une certaine forme de clientélisme et de corruption, peut-être, quand on discute de la spéculation immobilière avec Pichet, tout ça, le pantouflage. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait arriver à discuter d'une société que nous, on trouve profondément brutale, globalement, profondément injuste, inégalitaire, et comment on y répond. Et c'est pas juste parce qu'il y a une bande qui... On voit bien, de la parole on voit bien que vous recontextualisez en quelque sorte ces violences aux personnes et ces violences dont on fait état de manière conjoncturelle. Votre plus beau score, si je puis dire, en suffrage exprimé, c'est sur le bureau de vote Menu 4. Vous faites pratiquement 33% des suffrages exprimés. C'est dans le quartier de Saint-Michel, hein, globalement, hein, voilà, la rue des Menus. Est-ce que vous, même s'il y a une tradition dans votre mouvance politique et chez vos amis, on va dire un peu de rejet de la police, police partout, justice nulle part, etc., hein, est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que c'est souvent les plus pauvres qui sont victimes des violences physiques quand on se fait voler quelque chose et qu'on n'a pas grand-chose, ça arrange pas la situation. Donc est-ce qu'il ne faut pas traiter conjoncturellement avec davantage de police, par exemple ? Non, mais nous, on n'est pas sur l'idée de davantage de police. On est sur l'idée qu'il faut, comme je vais le redire, c'est des réponses sociales. C'est par exemple aujourd'hui... mais peut-être que vous avez raison, on ne sait pas. Je ne sais pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la population pauvre est plus victime des violences aux personnes? Nous, déjà, la population... Oui, c'est possible, mais parce qu'on est protégé. La population précaire ou pauvre, elle est moins protégée dès qu'il y a un problème, que ce soit la crise sanitaire d'ailleurs. Hein. S'il faut manger, s'il faut se mettre à l'abri, il y a la canicule, qui c'est qui va trinquer? C'est à la fois ceux qui sont sans abri et c'est ceux qui sont dans des logements insalubres. Donc évidemment, la partie de la population la plus pauvre, la plus précaire, c'est elle qui subit tous les problèmes de la société en premier. Maintenant, nous, c'est là où on insiste, c'est qu'on ne dit pas, parce que par rapport à ce que vous dites sur pas de police, police nulle part, ou police partout, justice nulle part, il faut aussi reconnaître, ça c'est un problème qui est posé depuis quelques mois quand même, c'est que quand on manifeste, on se fait agresser par la police. Alors là, pour le coup, c'est pas forcément la police municipale, c'est la police nationale. Mais on a eu un incident à Nansouty il n'y a pas longtemps,
ou un jeune cycliste qui se fait klaxonner par la police municipale. Alors certes, il fait un doigt d'honneur, hein, ok, on va pas dire que c'est super bien de faire des doigts d'honneur, mais bon, la réponse de la police, elle est complètement disproportionnée. Donc il faut aussi mettre... Pourquoi il y a cette violence-là aussi? Pourquoi il y a cette violence policière? La parole à Pierre Urmic, oui, s'il je vous suis plaît. d'accord avec vous, mais c'est vrai comme on essaie de répondre au mieux on aux va questions essayer posées. d'équilibrer les temps. Merci. Voilà. Et en Pierre plus- Urmic, on était sur donc, la notion de sécurité de quartier, oui. en faisant état d'un fait important cette nuit. Y a-t-il un problème de sécurité à Bordeaux? Et comment est-ce que vous envisagez de le régler? Voilà, je vais répondre très franchement, j'espère que je ne serai pas interrompu cette fois-ci. Je suis étonné par la position du maire de Bordeaux qui semble découvrir les problèmes d'insécurité dans les rues de Bordeaux depuis cette nuit, puisqu'il a, dans l'urgence de la période préélectorale et peut-être de notre débat, il a appelé la préfète. Moi, ça fait des mois, voire des années Et le ministre. que je dis, voilà. Et le ministre. Je dis au maire de Bordeaux, il faut que vous réagissiez. Il y a dans les rues de Bordeaux une insécurité sociale, c'est évident. Il y a aussi une insécurité physique depuis des années, pas depuis cette nuit. La situation s'est considérablement aggravée ces derniers mois, voire ces dernières années. Il faut une réponse pragmatique. Et la réponse pragmatique, elle est la suivante. Je ne suis pas forcément pour plus de policiers, mais je suis pour qu'il y ait une meilleure ventilation des forces de police. Vous avez actuellement, je crois, à peu près 1800 fonctionnaires qui sont chargés de la sécurité publique. Vous en avez la moitié qui sont au commissariat et vous en avez que la moitié qui sont sur le terrain. J'ai discuté moi, avec des syndicats de policiers qui me disent « Nous, policiers, on en a assez d'être confinés dans des bureaux. À faire des statistiques, on veut être sur le terrain. » Ça a bien marché, ça s'appelait l'îlotage. Celui qui a supprimé l'îlotage pour des raisons strictement idéologiques, ça a été Nicolas Florian, ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy, c'est vous qui avez dit, excusez-moi, c'est la proximité politique. Donc, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a supprimé l'îlotage. Je pense qu'il faut revenir à l'îlotage. Et ce que je reproche au maire de Bordeaux, c'est d'avoir systématiquement accompagné ce désengagement de l'État dans ses fonctions régaliennes, dans ses fonctions régaliennes du terrain. J'en prendrai deux exemples. Je prendrai deux exemples s'il me laisse parler. Premier exemple, la politique des caméras de vidéosurveillance. L'État, au moment où il a supprimé l'îlotage, a réussi ce tour de passe-passe qui a consisté à dire au maire, écoutez, je retire des policiers sur le terrain, mais je vous confie la surveillance du terrain avec des caméras de vidéosurveillance. C'est un fiasco total. Ce qu'il faut, c'est de la présence physique. Regardez Bordeaux, où il y a beaucoup de caméras de vidéosurveillance, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est de la présence physique sur le terrain. C'est ça que j'appelle de l'îlotage. Deuxième exemple. L'État se désengage de ses fonctions régaliennes. C'est-à-dire l'État veut faire des économies. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple ? Je prends l'exemple de la foire aux plaisirs de Bordeaux. La dernière manifestation, il y a eu des problèmes d'insécurité, de délinquance. Que fait l'État? Au lieu de nous dire, je mettrai davantage de policiers sur le terrain, je ferai de la prévention. Du tout. L'État nous dit, je vous demande à vous, mairie, d'engager des vigiles pour assurer la sécurité publique sur cette manifestation. Que fait le maire de Bordeaux? Il dit, ah oui, tout à fait d'accord, on va payer, on va engager. Monsieur Florian, et vous me laisserez parler, là, monsieur Florian, oui, mais bien sûr que vous allez me répondre sans m'interrompre. Là, monsieur Florian, il fallait taper du poing sur la table et rappeler à l'État ses fonctions régaliennes, parmi lesquelles la sécurité et la tranquillité publique, au lieu de dire, moi, maire de Bordeaux, je vais suppléer à vos carences aux frais du contribuable. Ça, c'est un exemple, Merci, mais je pourrais en citer 10 000, monsieur Florian. Et on passe sur un autre sujet ensuite, parce que le temps passe très vite. Une petite réponse sur ce point-là. Mon devoir, c'est de protéger la population. Quand l'État, effectivement, me dit qu'il n'est pas en mesure d'assurer la sécurité sur la foire au plaisir, je prends mes responsabilités et je fais en sorte de me substituer à ça. Parce que c'est mon devoir, parce que c'est la sécurité des personnes. Donc c'est pas accepter qu'il se retire, c'est de prendre la suite. Et c'était ma responsabilité. Sur la vidéosurveillance, mais la vidéosurveillance, bien sûr qu'il faut la développer. Vous avez toujours voté contre. Quand je recrute des policiers supplémentaires, vous votez contre. Vous êtes toujours contre. Cette nuit, elle a bien fonctionné, la vidéosurveillance à Bordeaux. Cette nuit, bravo, monsieur Florian. Oui, enfin, bravo. Non, bravo. Enfin, il y a des jeunes qui se sont fait poignarder. Mais oui, mais moi, je préfère qu'il y ait des... Non, mais c'est pas d'eux dont je parle, c'est de vous. Ne prenez pas ça. Ne prenez pas ça avec un sourire, c'est grave. Non. Il s'agit de l'intégrité de nos concitoyens. Plus au sérieux que vous. Donc la vidéosurveillance, il faut la développer, c'est des moyens d'investigation, c'est un moyen de prévention. Il faut plus de présence policière sur le terrain. C'est ce que j'ai demandé au ministre ce matin. Je veux plus de présence, de l'îlotage. Mais monsieur, ça fait des mois que je m'occupe de ça. Pour finir sur ce chapitre, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais qu'on aborde le point... Non, mais c'est important. Évidemment très important, surtout. mais pour aborder un thème qui n'a pas été beaucoup abordé, me semble-t-il, dans cette campagne, et qui, évidemment, n'a rien à voir avec le thème précédent, ce sont le dossier des Girondins de Bordeaux et du stade de Bordeaux. Philippe Poutou,
Cette situation vous inquiète-t-elle, celle du club des Girondins de Bordeaux, celle de l'actionnaire, des résultats sportifs et des risques financiers qu'il peut y avoir pour la ville? Juste avant, je suis désolé, je vais répondre Si sur la vous question. revenez sur Un les tout problèmes petit de peu, parce que sécurité, c'est pour rappeler qu'on est compliqué. contre la vidéosurveillance, on pense que ça répond en rien à ces problèmes-là, et on est pour le désarmement de la police, même municipale. C'est bien parce que pour entendu, nous, mais c'est là, la vous mise en voyez, danger de la population vous en venez de me permanence. casser la question, Maintenant- donc je reviens quand même Ouais, sur mais bon, je reviens parce qu'après, Non, mais voilà, non, c'est compliqué. Sur l'affaire les Girondins qui risquent de devenir un des dossiers chauds de la prochaine municipalité, la prochaine Ouais, mandature. je ne sais pas si ça sera le dont plus vous chaud, serez- mais parce que ça peut aussi, on peut considérer que par rapport aux problèmes sociaux, Bien sûr, on mais est sur des choses qui on sont aborde peut-être aussi secondaires. des thèmes qui Maintenant, concernent c'est la pas vie de la c'est- municipalité. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a aucune importance. Nous, on est solidaires. Nous, on connaît ceux qui sont aux Les ultras. ultras, Et les voilà, il y a une ultramarines. manifestation samedi Vous les après-midi, soutenez, effectivement. d'ailleurs. Donc, on est en soutien de leurs revendications. Mais nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que ça fait quand même très longtemps que le foot professionnel, le sport professionnel est quand même bien déconnecté à la fois de tout ce qui peut être populaire et on voit l'argent qui est brassé. Et puis voilà. Et sur donc, le ça cas fait- de Bordeaux, concrètement, vous Non, mais demandez concrètement, quoi? c'est que je suis en Les train- actionnaires restent en place? Vous demandez une démission Nous, on d'un est contre le président? sport pognon, il y a trop de pognon là-dedans, voilà, donc ça c'est un problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à se soigner, et il y a des millions, des dizaines de millions qui sont dans des clubs comme ça, donc c'est anormal. Les actionnaires, ils en ont rien à foutre de la question sociale, eux ils sont là pour se faire du pognon. Donc, et aujourd'hui, les actionnaires, ils sont pas ni pires ni meilleurs que ceux d'M6, que ceux d'avant, et même on pourrait parler de Claude Bèze avec la triche, la délinquance de Claude Bèze, les magouilles et tout ça. On a entendu Donc en votre fait, réponse. Merci. on peut être supporter d'un club de foot, on peut aller au stade, et d'ailleurs c'est vachement populaire le foot, enfin comme d'autres sports, c'est les milieux populaires qui y vont. Il y en a, ils s'endettent pour pouvoir payer leur place ou leur abonnement, et on voit que les directions des clubs, c'est à l'image du capitalisme, c'est faire de l'argent noté, Philippe sur le Couton. On va sport. écouter la Donc voilà, réponse non, de mais vous Pierre posez une Urmic. question, je Bien vous sûr, mais réponds. on va avoir des Et réponses c'est un peu vrai plus que courtes parce qu'on ce qui arrive se sur passe, la fin de par l'émission. rapport à ça, c'est vrai qu'au regard des questions sociales qu'on a envie de poser, voilà, c'est essayer de, encore une fois, ce que vous disiez tout à l'heure, d'essayer de mettre ça dans un truc plus global, quoi. Pierre Urmic, sur les Oui. Girondins de Bordeaux, Oui. est-ce que la Moi, situation j'aimerais doit parler du rester club. comme elle est actuellement? Est-ce qu'on doit garder ce contrat concernant le stade Matmut notamment? Il y a deux choses. Oui. Il y a d'une part le club des Girondins, et l'autre chose, c'est le stade, le grand stade. Donc vous avez Club des été Girondins. hostile au PPP, etc. Totalement. Je m'explique. Je vous Partenariat proposerai public-privé, pardon. une sortie. Le Club des Girondins, le 12 octobre 2018, on nous a proposé, à la métropole, on a eu un débat sur le rachat du club par un fonds de placement américain qui est King Street, qui était représenté à l'époque par M. Dagrosa. J'ai fait partie des rares élus qui ont voté contre, en disant il est hors de question que notre club des Girondins, qui est une pépite, je crois à l'époque de 136 années, le club des Girondins quand même, c'est une pépite. Il est hors de question qu'on laisse un fonds de pension américain s'en saisir. Je note que beaucoup d'observateurs spécialistes du foot disent exactement la même chose. Jean-Michel Aulas, président, par exemple, de l'Olympique Lyonnais, à l'époque a dit, mais ces Girondins, ils vont venir entre les mains de fonds spéculatifs américains. J'ai pensé que c'était une ânerie. Et en plus, quand on demandait à leurs représentants, est-ce que vous avez un projet sportif pour Bordeaux? Ils n'avaient aucun projet sportif. La seule chose, c'était la recherche Donc ça, de profit à c'était court la terme. situation avant. Donc voilà. Et est-ce Donc, qu'elle est il faut- aujourd'hui? voilà. La Qu'est-ce qui se situation passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent les fonds de pension américains? Un retour rapide sur investissement. Actuellement, ça prend du temps. Donc, il est question qu'ils se désengagent. Monsieur Florian va dire que non. Je pense qu'ils vont attendre le lendemain des élections pour annoncer publiquement qu'ils se désengagent ils ont vendu les joueurs qu'il fallait, etc. Ils ont déjà fait du business. Donc, ils se sont mis à dos. Le président du club des Girondins, monsieur Longuepée, pour le nommer, a réussi l'exploit de se mettre à dos les supporters du club, notamment les Ultramarines, qui sont un club de supporters tout à fait acceptable, je dis, enthousiastes. Il se les est mis à dos, systématiquement, en les menaçant même de procédures judiciaires, pénales. Donc il y a quand même un malaise. Pour ça que j'avais invité Nicolas Florian, là aussi, à taper du poing sur la table, à passer le rôle d'un maire, à rencontrer King Street, en leur disant, écoutez, ça peut pas durer comme ça. L'ambiance est délétère actuellement. Et moi, je pensais que le problème pouvait se régler avant même les élections. On va attendre Donc vous, maire de l'après-élection. Bordeaux, quelles seraient les mesures? Je demanderai. Alors moi, je n'écrirai pas une lettre simplement à King Street. Je demanderai à rencontrer le PDG de King Street. En lui disant, la situation... Vous nous avez trompés, d'abord, en nous disant que vous vous intéressez au football. On se rend compte que vous vous intéressez pas du tout. Donc, vous nous avez trompés. Quelles sont les solutions maintenant que vous nous proposez? Et surtout, remplacer le président du club. M. Longuepée n'a plus la confiance des supporters. Donc, vous remplacez M. Longuepée. Vous mettez quelqu'un qui sera accepté. Donc, ça, c'est le court terme. Pour le long terme, ça sera un peu plus compliqué. Ça, c'est le court terme. Après, le stade. Le stade, vous avez bien fait de rappeler Quelques mots pour que donner la j'étais parole à investi. Nicolas Florian pour équilibrer. Les dossiers sont liés quand même. Oui, hein. pas tout à fait. Bah, si le, vous- stade, quelques mots, s'il vous plaît. le stade est actuellement géré dans le cadre d'un PPP
par une société qui s'appelle SBA. C'est un PPP sur 30 ans jusqu'en 2045. Vous avez rappelé, j'ai toujours été résolument contre. Les faits m'ont un peu donné raison. C'est un stade, j'ai toujours dit, qui était surdimensionné. 43 000 places, en moyenne 18 000 spectateurs par match. Si bien que SBA perd beaucoup d'argent actuellement. Depuis le début du contrat, ils ont perdu 13 millions d'euros. Ils perdent à peu près 3 millions d'euros. Alors, ce que je dis, moi, c'est que le PPP, il faut le casser. Le PPP, il faut le casser et il faut mettre en vente ce stade. Sinon, les Bordelais vont payer le fiasco pendant 30 ans. C'est noté, Pierre Pendant Urmic. 30 ans. Nicolas Florian, vous venez d'entendre les arguments de Pierre Urmic et la situation. on voit Sur que les Girondins, tout d'abord. Je finis sur le stade parce que c'est important parce que M. Urmic, bien sûr, M. Urmic avance des solutions totalement inconsistantes et il ne connaît pas le dossier. Si on devait casser le PPP, ça coûte 80 millions d'euros. Non. Ça coûte 80 millions d'euros. Premier point, relisez le document. Premier point. Non. Second point, si on devait vendre le stade, il serait légitime que la ville rembourse tous ses partenaires. L'État, 28 millions d'euros. La région, 15 millions d'euros. Bordeaux, métropole, 15 millions d'euros. Ça serait un fiasco financier. Non. C'est un stade qui a coûté le moins cher en France. C'est le stade le moins cher de France. C'est un bon contrat. Il coûte en charge nette à la ville et à l'agglomération 2 300 000 euros par an. C'est le stade le moins cher de France. Les Girondins, ça me fait beaucoup de peine. Moi, je suis... Parler de M. Bèze, il m'a fait vibrer, M. Bèze. Hein, à l'époque de JS, de Tigana, d'Aimé Jacquet. Oui, mais enfin, ça a peut-être mal terminé. Mais enfin, la demi-finale face à la Juventus, j'y étais. Et je veux dire, j'avais des larmes dans les yeux parce que j'étais gamin à l'époque. C'était pas Bèze qui était sur le terrain, vous vous rappelez ? Bien sûr. Mais vous avez des émotions, en tous les cas, partagées, visiblement. Là. Mais tout le monde. Bien sûr. Les Girondins, ça appartient à la ville. Bon. Donc moi, ça me fait beaucoup de peine. On me dit, Monsieur Urmic, c'est un sujet... Enfin, on sort d'une crise sanitaire qui a fait 30 000 morts en France, une crise alimentaire et une crise sociale et économique. Je pense qu'on peut attendre le lendemain des élections pour traiter le sujet. Et je le traiterai le lendemain des élections. J'ai écrit à King Street, je les ai invités à se rencontrer, je les convoque. Et ils seront convoqués la semaine prochaine avec tous les acteurs. Il y a un problème de gouvernance dans ce club. Moi, je ne suis pas actionnaire. Contrairement à monsieur Urmic, je ne réclame pas des têtes. Ça ne fait pas partie de ma personnalité. Je ne suis pas un coupeur de tête. Hein. Donc le président doit rester en place, c'est ce que vous voulez dire ? Je ne sais pas, je ne suis pas actionnaire. Moi, je vais convoquer tout ce petit monde. Il y a le sujet des fonds de pension, et je rejoins, c'est peut-être la seule fois, M. Poutou, avec cette espèce de dégradation vous avez voté l'achat par King Street. Vous l'avez acheté, vous l'avez voté. Il fallait voter contre. Mais de toute façon, on n'avait pas le droit de s'y opposer. Il y avait la garantie de loyer. Vous ne connaissez pas le dossier. Laissez-moi finir, vous me reprochez de vous couper. Quand je vous coupe pas, c'est vous qui le faites. On va donner la parole à Philippe Poutou qui est en retard. Il va se rapprocher de la fin de l'émission. Effectivement, sur la financiarisation du modèle sportif qu'on ne retrouve pas dans le rugby d'ailleurs. Et dans le football, je pense que là aussi, il y a un enjeu et européen et national, et il faut que les pouvoirs publics s'en saisissent, d'avoir ces fonds vautours qui viennent faire de la spéculation pour après repartir. Moi, je demande à King Street des engagements précis, où ils restent dans la durée et on s'organise ensemble, où ils s'en vont et on trouvera un repreneur. Je suis déjà sollicité par des repreneurs et je ne me fais pas de soucis sur l'avenir des Girondins. Si King Street s'en va, dès le lendemain, j'aurai plusieurs propositions sur mon bureau, je les ai déjà eues, pour reprendre le club dans de bonnes conditions. Philippe Poutou, sur ce point, vous voulez réagir ? Oui, mais sur deux points, c'est la question du grand stade et de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, ces grands projets que nous on considère comme inutiles et même nuisibles, parce que ça coûte très cher à la collectivité. C'est des systèmes qui permettent d'enrichir du privé, et puis et en partie c'est le public qui paye. Donc nous on est contre ça, et c'est justement la discussion sur le budget, quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là aussi, au lieu de le dépenser dans un grand stade qui coûte cher, alors que le stade Lescure, il suffisait largement en plus. Il y avait un stade. Mais moi je reste à ce nom, Lescure, et donc voilà. Donc c'est un blocage sur le nom de Chaban. Aussi, parce que ça aurait pu s'appeler le nom d'un joueur. Entre Monsieur Urmic qui veut décapiter les gens, qui veulent faire tomber les statuts. Nous on dénonce les PPP, et l'autre aspect, mais c'est comme tous les problèmes qu'on peut dans la société, c'est qu'on pense que la gestion du club des Girondins de Bordeaux, par exemple, ça devrait être aussi le droit de regard pour les supporters, pour ceux qui fréquentent le stade, et même il devrait y avoir un pouvoir de décision
décisions pour les clubs de supporters, de manière à ce que ce ne soit pas toujours les actionnaires qui décident de tout. Donc, mais c'est tout dans la société comme ça, et c'est ce qu'on essaie de faire passer dans cette élection-là. C'est comment la population doit s'organiser par elle-même et avoir un pouvoir de décision sur la gestion d'un budget et sur ce qui la concerne directement dans ses propres quartiers. L'idée d'un représentant des supporters au conseil d'administration, je trouve Nicolas Florian, Ah ouais, c'est la fin de cette émission. C'est pas du pouvoir, ça, hein, c'est, Messieurs, merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à ce débat. Jean, merci. Évidemment, on se retrouve dimanche prochain pour ce second tour. Dans quelques instants, votre édition locale et votre journal régional. Excellente soirée.